Le moment est de nouveau venu d'envoyer de par le monde ma hideuse progéniture en lui souhaitant prospérité. J'ai pour elle de l'affection, car elle fut le fruit d'une époque heureuse, quand la mort et le chagrin n'étaient que des mots qui n'éveillaient aucun écho en mon cœur. Le 19e siècle, et en particulier l'époque victorienne, a vu naître de grandes histoires d'épouvante qui occupent encore aujourd'hui une place considérable dans la culture mondiale. Ces histoires sont même passées dans le langage de tous les jours. Un monstre à la Frankenstein, une personnalité à la Dr Jekyll et Mr Hyde, une relation vampirique, prouvant par là même leur intégration dans notre vie quotidienne. C'est l'apport le plus important des auteurs britanniques du 19e siècle à la culture de masse de notre siècle. Je dis bien de masse. Livres, pièces, films, vidéos, bandes dessinées, publicités, tout, du roman jusqu'au paquet de céréales. D'où viennent ces histoires? Pourquoi sont-elles encore si célèbres? Pourquoi ce mélange de désir et de dégoût a-t-il tant de succès? Et que sont-elles devenues, un siècle et demi plus tard, après maintes transformations? L'origine de ces récits date de la Grèce classique et de Rome, peut-être même avant. Mais l'épouvante moderne est née ici, dans le cadre cossu et pour le moins inattendu des rives du lac de Genève. En juin 1816, Mary Godwin, qui plus tard deviendra Mary Shelley, a 18 ans. Elle profite de ses vacances d'été dans les Alpes pour se promener dans les vignobles et les forêts des environs. Elle loge dans cette villa, surplombant le lac de Genève. Frankenstein, premier roman d'épouvante moderne, voit le jour dans la chambre du haut, quand Mary Godwin fait un terrible cauchemar. C'est ici, le 15 ou le 16 juin 1816, que Mary Wollstonecraft Godwin fait un horrible cauchemar. Un rêve éveillé, comme elle le décrit,
dans lequel ses réflexions de la journée sur la science et la naissance ressurgissent la nuit en une histoire parlant des peurs mystérieuses de la nature humaine. Mary tente de ne plus y penser, en concentrant son attention sur les volets de bois et le lavabo, et en fixant son regard sur les Alpes et sur le ciel. Mais impossible de se débarrasser de ses pensées. L'élément scientifique du rêve est le résultat de ses récentes conversations sur l'étincelle de vie et ses origines. Mais la notion de naissance lui vient de sa propre expérience. Sa mère est en effet décédée 15 jours après lui avoir donné naissance, et en 1815, Mary a perdu sa propre petite fille, née prématurément. Les éléments du cauchemar de Mary Godwin sont apparus quelques années plus tôt dans son jeune esprit. En 1814, Mary, alors âgée de 16 ans, s'enfuit avec son petit ami, le poète Percy Shelley, alors âgé de 21 ans et déjà marié. Elle décrit ce voyage comme un acte d'amour, de jeunesse et d'audace. Ils voyagent sur le Rhin, au cœur même de l'Europe romantique. C'est alors le sujet préféré des peintres et poètes à la mode. Mary vient d'apprendre qu'elle est enceinte. À eux deux, ils ne possèdent que 25 livres sterling et un carton de livres. Cette expérience la marque profondément, comme elle le raconte dans son journal. Le Rhin est terriblement rapide, et malgré l'absence de rochers, il est gonflé de grosses vagues. Nous contemplions chaque colline surplombée par une tour, chaque ruine pittoresque, chaque ravin sombre et chaque précipice, avec une extrême curiosité et un plaisir intense. De vrais titres de livres romantiques. Au loin, le coucher de soleil éclairait les montagnes et les nuages, faisant refléter ses teintes sur les eaux agitées. Tous les esprits de la vieille Allemagne hantent ce lieu. Lorsqu'ils arrivent à Gernsheim, Mary et Percy décident de faire une longue promenade vers les contreforts du mont Magdenberg. Ils découvrent, au sommet d'une colline boisée, les ruines d'un château. Ce château est lié à la légende d'un alchimiste du nom de Johann Conrad Dippel, né ici en 1673. À la recherche d'un élixir de vie, celui-ci distilla du sang d'animaux et des eaux et vendit son mélange sous l'appellation huile de Dippel. Le laboratoire de recherche de Dippel se trouvait soi-disant ici, dans cette tour. Ce château s'appelait le Rocher des Francs ou Frankenstein. Mary Godwin et Percy Shelley visitent peu après Neuchâtel, où ces automates, conçus par des horlogers locaux dans les années 1780, ont toujours autant de succès. Présentés dans l'Europe entière sous un torrent de publicité, ils soulevèrent à chaque représentation nombre de questions, telles que
Le comportement des gens peut-il être simulé par des moyens artificiels? Comment fonctionnent les humains? Un garçon mécanique laissa d'ailleurs un message d'importance pour la postérité dans une belle écriture du XVIIIe siècle. Je pense, donc je suis. Un des phénomènes qui m'a particulièrement intéressée, c'est la structure du corps humain. D'où, me suis-je souvent demandé, provient le principe de la vie? C'est une question audacieuse qui est toujours restée sans réponse. Nous pourrions pourtant percer tant de mystères si la lâcheté ou la négligence ne réfrénaient pas nos recherches. Mary Godwin est élevée par son père, le philosophe radical William Godwin, qui l'influencera pour le reste de sa vie. C'est lui qui lui apprend à être à la fois fasciné et terrifié par les nouvelles technologies. Fasciné car c'est une nouveauté et empreinte de liberté. Terrifié car cela risque de tomber entre de mauvaises mains et de se transformer en un monstre métallique incontrôlable. Mary Wollstonecraft, la mère de Mary, a écrit que la nature devait être traitée avec douceur et respect au lieu d'être exploitée et détruite par les hommes. En conséquence, Mary Godwin grandit en s'interrogeant sur les usines sombres et démoniaques de la première révolution industrielle. Dans les années qui précèdent l'écriture de Frankenstein, de 1814 à 1816, le débat clé de l'époque, sujet de conférences publiques à l'Université de médecine à Londres, est l'origine du principe de la vie. D'un côté, c'est l'idée traditionnelle selon laquelle la vie est née d'une étincelle créatrice, semblable à l'électricité. Une étincelle de vie qui a donné une impulsion à l'âme et qui, en définitive, vient de Dieu. Un peu comme la création de l'Adam de Michel-Ange sur la voûte de la chapelle Sixtine. Ça, c'est le point de vue traditionnel. La nouvelle théorie, c'est que la vie n'est qu'un simple assemblage de fonctions corporelles. Des morceaux de matière qui ont besoin, pour être décrits d'un nouveau terme, la biologie. C'est une des premières versions de la théorie de l'évolution. Pas d'étincelle de vie, pas d'impulsion pour l'âme, juste des parents. Les deux principaux protagonistes de ce débat sont des professeurs de l'université de médecine que Mary Godwin et Percy Shelley connaissent bien. L'un d'eux est d'ailleurs le médecin de Percy. C'est comme si le Prométhée moderne, comme dans le mythe grec, apportait le feu sur terre pour le bénéfice des hommes. Sauf que cette fois, le Prométhée moderne se justifie. Mary Godwin assiste à des démonstrations publiques du nouveau pouvoir de l'électricité, le galvanisme. Le savant Luigi Galvani avait commencé en 1791 par des expériences sur des grenouilles mortes. Il enfonçait des tiges métalliques reliées à une batterie galvanique dans les muscles de l'animal. Comme les muscles des cuisses de grenouille se contractaient, Galvani en conclut que le courant électrique passait dans l'animal et non dans les tiges. Le neveu de Galvani alla même plus loin dans ses expériences. Il appliqua du courant électrique sur le cadavre d'un meurtrier qui avait été pendu à Newgate 1 heure plus tôt. De telles démonstrations semblent avoir profondément affecté Mary. Elle assiste à l'une d'elles alors qu'elle est enceinte. Et après le décès prématuré de son bébé, elle écrit dans son journal qu'elle a fait un rêve. Son enfant mort était seulement froid et était ramené à la vie grâce à une simple friction.
Durant l'été 1816, Mary Goldwyn transpose tous ces éléments pour en faire une histoire inoubliable. Le temps est à l'orage et Mary et Percy sont enfermés dans cette élégante villa du XVIIIe siècle. Ils sont venus rendre visite à l'illustre poète George Gordon, Lord Byron, qui a loué cette villa. Mais des tensions entre eux se font rapidement sentir. La demi-sœur de Mary, Claire, a parcouru la moitié de l'Europe pour annoncer à Byron qu'elle attend un enfant de lui. Furieux, Byron, au tempérament impulsif, n'a d'autre réaction que de demander si l'enfant est vraiment de lui. Le docteur John Polidori, ami et médecin de Byron, est un homme sans humour, qui se prend pour un poète, mais qui est largement surpassé et moqué par l'Assemblée. Mary, quant à elle, soupçonne Percy d'avoir une liaison avec Claire, alors que Byron, lui, espère bien que c'est le cas. Toutes ces personnes décident de passer le temps en se racontant des histoires de fantômes. Et cela donne l'une des soirées les plus bizarres de l'histoire de la littérature mondiale. L'histoire de l'écriture de Frankenstein est presque aussi célèbre que le livre lui-même, et elle est devenue un mythe à elle seule. How beautifully dramatic! The crudest, savage exhibition of nature at her worst without, and we three, we elegant three within. I should like to think that an irate Jehovah was pointing those arrows of lightning directly at my head, the unbowed head of George Gordon, Lord Byron, England's greatest sinner. But I cannot flatter myself to that extent. Possibly those thunders of our dear Shelley, heaven's applause for England's greatest poet. What of my Mary? She is an angel. You think so? And yet you have written a tale that sent my blood into icy creeps. Look at her, Shelley. Can you believe that bland and lovely brow conceived of Frankenstein? A monster created from cadavers out of rifled graves? Such an audience needs something stronger than a pretty little love story. So why shouldn't I write of monsters? Le véritable récit de Frankenstein n'a pas lieu dans une grande demeure seigneuriale, mais ici, dans la résidence de vacances de Byron, la villa Diodati, dans la salle à manger du premier étage. Tout commence par ce livre, une collection d'histoires de fantômes appelée Phantasmagoriana, traduite de l'allemand vers le français et publiée 4 ans auparavant. Lord Byron en possède une copie, et après avoir lu à haute voix la seconde histoire, il suggère en plaisantant que chacun écrive une histoire d'épouvante. Ce qui se passe ensuite est raconté et publié 15 ans plus tard par Mary Godwin, devenue Mary Shelley. Ils sont tous enfermés dans la villa à cause des pluies incessantes, raconte-t-elle, et 4 d'entre eux participent à la séance d'histoire de fantômes. Mais les illustres poètes trouvent vite ce jeu lassant et abandonnent. Elle, au contraire, essaie désespérément de songer à une histoire. Chaque matin, on me demandait si j'avais songé à une histoire, et chaque matin, j'étais forcé de répondre par un non humiliant. Elle trouve finalement la scène de la création de Frankenstein, qui choque et surprend tout le monde, bien évidemment. C'est une très bonne histoire, pleine de suspense. Le problème, c'est qu'en réalité, ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Le journal du docteur John William Polidori, qu'il a écrit à l'époque des incidents, et non pas 15 ans après, nous donne une version des faits bien différente. Il n'était pas 4, mais 5. Lord Byron, Percy Shelley, le docteur Polidori, Claire Claremont, la demi-sœur de Mary, et bien sûr, Mary. La séance d'histoire de fantômes ne s'est pas déroulée dans la bonne humeur et les bonnes manières. C'était une étrange réunion, à l'atmosphère tendue. Ils étaient tous frustrés de ne pas pouvoir aller naviguer sur le lac. Shelley, en particulier, avait les nerfs à vif. Pendant ce temps, Polidori courait ça et là pour pourvoir à leurs besoins, que ce soit en éther pour Shelley ou en opium pour Byron. Mais ce que révèle le journal de Polidori, c'est que Mary a été la première à raconter son histoire, pas la dernière. Le problème avec le récit de Mary, c'est qu'il suggère que Frankenstein n'était qu'une simple histoire de fantôme née au cours d'un orage. Alors qu'en réalité, c'était et c'est beaucoup plus que cela. Quoi qu'il en soit, une chose semble certaine.
Quand Mary se met à raconter son histoire, elle commence par ces mots devenus célèbres. C'était par une lugubre nuit de novembre que je contemplais l'accomplissement de mon œuvre. Je rassemblais autour de moi, avec une anxiété proche de l'agonie, les instruments de vie, afin d'en infuser une étincelle à la chose inerte qui reposait à mes pieds. Il était déjà 1 heure du matin. Une pluie morne battait les vitres et ma chandelle presque consumée dispensait une lueur vacillante, grâce à laquelle je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de la créature. Elle respirait avec peine et un mouvement convulsif agitait son corps. Comment pourrais-je décrire mes émotions devant cette catastrophe, devant le malheureux que je m'étais employé à former au prix d'efforts et de soins infinis? Ses membres étaient bien proportionnés et j'avais choisi ces traits en raison de leur beauté. Leur beauté. Grand Dieu! Sa peau jaune couvrait à peine l'assemblage des muscles et des artères. Ses cheveux étaient d'un noir de jais. Sa chevelure abondante, ses dents d'une blancheur nacrée. Hélas, ces merveilles accentuaient l'horrible contraste qu'offraient ses yeux à queue, presque de la même couleur que les orbites sombres dans lesquelles ils étaient incrustés. Lorsque Mary parvient au moment le plus fort de son histoire, la naissance de la superbe créature, le journal de Polidori raconte que Percy Shelley, qui a de toute évidence abusé d'une substance ou d'une autre, se met à halluciner et croit devenir fou. Il ne peut pas croire que sa tendre et douce amie ait pu inventer un récit aussi terrifiant. Ces étranges événements qui se déroulent à la Villa Diodati attirent bien évidemment l'attention de la police. Les archives de celle de Genève prouvent amplement que Lord Byron et le docteur Polidori étaient bien connus de ses services. Un jour, Lord Byron avait déclaré le vol de l'ancre de son bateau et avait lui-même rendu justice en menaçant ouvertement d'infortunés riverains totalement innocents. Une autre fois, le docteur Polidori avait malmené un pharmacien de la ville, lui écrasant ses lunettes et lançant son chapeau dans le caniveau. Tout ça parce que le pharmacien avait fourni à Lord Byron de mauvais médicaments. Étant donné la quantité considérable de produits ingurgités par Lord Byron cet été-là, cela aurait pu se terminer plus mal. Mais le cas le plus intéressant, que les historiens à ma connaissance n'ont pas relevé, c'est une tentative de cambriolage à la Villa Diodati. Il y avait beaucoup de vols dans les environs, et les cambrioleurs semblaient s'être spécialisés dans les gentlemen anglais. Et cette fois-là, entre 2 et 3 heures du matin, Lord Byron entend un grand bruit dans la pièce au-dessous du salon principal. Il se lève, mais les voleurs prennent la fuite. Voici la déposition de Lord Byron. Ici, il y a la page de garde qui explique que la plainte a été déposée par Lord Byron, B-I-R-O-N, père d'Angleterre. Et là, c'est la déposition, signée par Byron et le docteur John Polidori. Imaginez ce que peut éprouver une jeune fille qui passe ses soirées, et quelquefois ses nuits, juste au-dessus de la scène du crime, à la Villa Diodati, par une nuit d'orage. Par la suite, le lieutenant de police suggéra que le café local soit surveillé, au cas où, je cite, des étrangers et gens suspects seraient surpris à voler. Les Genevois n'ont pas l'air d'apprécier beaucoup les étrangers. Il faut dire que durant cet été 1816, Genève fourmille de touristes britanniques. Certains font partie des troupes qui viennent de vaincre Napoléon, certains sont juste de passage, et d'autres viennent admirer la dernière invention des romantiques, les Alpes, qualifiées de sublimes. Pour la première fois depuis 15 ans, tous ces gens voyagent en toute liberté à travers le continent. Et les noms tourisme et Suisse deviennent aussi synonymes que Lord Byron et scandale.
De l'autre côté du lac, en face de la villa Diodati, les touristes britanniques commencent à se rassembler à l'hôtel d'Angleterre et louent des longues vues pour tenter d'apercevoir les célèbres poètes. De folles rumeurs commencent à circuler, amour libre, parties de débauche et même inceste auxquels sont censés s'adonner Percy, Mary, George, Claire et tous ceux qui ont envie de participer. Quand des serviettes de table sont étendues sur le balcon de la villa, les touristes sont persuadés qu'il s'agit de sous-vêtements féminins. Pour Mary Godwin et Percy Shelley, la coupe est pleine. Ils décident de partir dans les Alpes. Ils arrivent dans le village de Chamonix, tout excités à l'idée de séjourner à l'hôtel de Londres. Là, Percy encourage Mary à développer le récit de la naissance de la créature. Au début, elle hésite, par manque de confiance. Mais ici, elle se met à rédiger un vrai roman, se servant de ses pensées et de ses inquiétudes les plus profondes sur la science et la société. Mary commence non pas par le début du livre, mais par le chapitre central. Le monstre se promène dans la campagne genevoise après avoir été rejeté par son créateur. Il est peut-être fait des restes de différentes personnes, mais il a les sentiments, les émotions de n'importe quel être humain. Who are you? I can't harm you. Mary décrit ensuite comment il est rejeté par ceux qu'il croise et comment il devient violent dans ce monde hostile. Il décide de détruire la famille de son créateur s'il ne peut lui-même en avoir une. Plus elle écrit, et plus Mary s'identifie avec la créature. Encouragée par Percy, elle truffe son premier roman d'idées personnelles et d'opinions extérieures sur la politique, les parents et les enfants. Mary Godwin et Percy Shelley emportaient leur bibliothèque avec eux partout où ils allaient, même en vacances. D'après le journal de Mary, elle lisait un livre par jour et même quelquefois deux, avant ou après Percy, pour qu'ils puissent ensuite discuter ensemble de leur découverte de la soirée, au lit. Frankenstein a été qualifié d'exemple de la bibliogénèse, autrement dit, la naissance par les livres. Un morceau vivant de la littérature fait de fragments de livres, filtrés par l'imagination de Mary Godwin. Et pour le long chapitre central du roman, quand le monstre décrit sa naissance traumatisante et sa vie de proscrit, Mary s'est servie de nombreux livres qu'elle avait lus depuis son départ d'Angleterre. Tout d'abord, 2 livres clés de ses parents. Essai sur la justice politique de William Godwin, qui parle des dangers de la vie solitaire et de l'importance d'avoir de la compagnie. Et Revendication des droits de la femme de Mary Wollstonecraft, seul lien de Mary avec sa mère, revendiquant la valeur d'une éducation libre et tolérante. Émile, ou de l'éducation du philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau, lu cet été-là par tous les poètes, lui aurait expliqué comment, si la société vous traite de façon monstrueuse, vous devenez monstrueux. Non pas physiquement, mais moralement. Enfin, le paradis perdu de Milton, que le monstre découvre dans l'histoire et ne cesse de mentionner par la suite. Il s'identifie à Adam, le premier homme, et quand les choses se gâtent terriblement, à Satan, l'ange déchu. Enfin, toutes ces grandes questions politiques, sociales, morales, poétiques sont réunies lors de la rencontre entre le monstre et le créateur. Pour cette scène, Mary a besoin d'un décor désertique au bout du monde. Elle le découvre quand, avec Percy, elle quitte cet hôtel de Londres à Chamonix pour la mer de glace, dans l'ombre du Mont Blanc. L'ascension de cette montagne est d'une désolation profonde. Partout, les arbres déracinés par les avalanches et les autres en équilibre au-dessus du vide donnent un paysage d'une désolation terrible.
j'aperçus à quelque distance la silhouette d'un homme s'avançant vers moi. Il franchissait d'un bond les failles que j'avais pris tant de précautions à éviter. Au fur et à mesure de sa progression, j'eus le sentiment que sa taille était supérieure à celle d'un homme. J'étais troublée. Un voile tomba devant mes yeux et je me sentis défaillir. La créature avançait. Je reconnus le monstre auquel j'avais donné la vie. Démon, cesse d'empoisonner l'air de tes propos malicieux. Laisse-moi. Soit, je pars, répliqua-t-il. Mais n'oubliez pas ceci. Je serai à vos côtés la nuit de vos noces. Deux mois plus tard, Mary Godwin et Percy Shelley retournent en Angleterre, dans le village de Great Marlow, sur les bords de la Tamise. Le 30 décembre 1816, ils se marient, au cours d'une cérémonie plutôt terne, ce genre d'union allant plutôt à l'encontre de leurs principes. Quand Mary parle du mariage dans son journal, elle se trompe même de date. Cette maison à Great Marlow est donc la première qu'ils partagent vraiment. C'est ici que Mary Shelley met la dernière main à Frankenstein. Percy Shelley, quant à lui, se met à la recherche d'un éditeur. Le roman est en fait refusé par 3 maisons, avant d'être publié au printemps 1818, en 500 copies seulement. Mary Shelley récolte la somme princière de 24 livres et 14 shillings, ce qui n'a pas dû aider énormément les finances familiales. La première édition de Frankenstein, ou le Prométhée moderne, est publiée en 3 volumes, de façon anonyme avec simplement sur la page de titre une citation de Adam dans le paradis perdu de Milton. T'avais-je requis dans mon argile, ô Créateur, de me mouler en homme? Il est respectueusement dédié au père de Mary, William Godwin, auteur de Justice, Politique, etc. C'est sans doute pour cela que les premières critiques dans la presse conservatrice sont pour le moins prudentes. Selon l'une d'elles, le livre promeut indirectement les passions et les projets de l'époque et on doit le traiter avec précaution. Un autre critique pense que le livre, d'une imagination poétique, est de Percy Shelley. En découvrant la vérité, il rajoute « Pour un homme, c'est excellent, pour une femme, c'est formidable ». Un troisième descend le livre en écrivant « C'est un tissu d'absurdité répugnante, une prose qui donne la chair de poule ». C'est ce qui lui assure le succès et entraîne la publication d'une nouvelle édition raccourcie en un volume. Mary fait elle-même les coupes, et cette fois le nom de l'auteur, Mary W. Shelley, est fièrement indiqué sur la page de titre. Dans cette première édition illustrée de Frankenstein, sans doute autorisée par Mary elle-même, un jeune étudiant, enveloppé d'une cape, fait face à une créature, déconcertée mais toujours aussi belle, ayant les traits d'Adam. Frankenstein a une plus grande conscience cette fois. Moins de radicalisme et moins d'emphase empruntée à Godwin à propos de la justice contribuent désormais à donner froid dans le dos. Frankenstein s'est embarqué sur la route qui le mènera du roman au mythe populaire. Dès l'été 1823, la première version pour le théâtre est jouée à Londres. Frankenstein a hérité d'un laboratoire qui explose et d'un assistant cocasse, Fritz. You're frightened out of your wits. Oh, what's that? What's that? Oh, it's only thunder. But if you ask my shrewd guests, it's my opinion that my master, like Dr. Faustus, is raising the devil. Oh! I say, I've got 2 loose teeth, and every time I go anywhere near that infernal laboratory, well, me head, it shakes like a dice box. Oh dear! Un touriste allemand note que les acteurs en font trop et que la pièce est détestable, mais que les effets spéciaux sont saisissants. If me legs don't
Dehors, dans la rue, une manifestation convie ceux qui croient aux valeurs familiales traditionnelles à boycotter la pièce. Mais c'est un formidable triomphe. Et dès l'automne suivant, 2 adaptations concurrentes et 3 versions burlesques sont jouées à Londres. Le roman complexe de Mary Shelley sur la science et la tolérance n'est plus tout à coup qu'une parabole naïve sur les dangers de se prendre pour Dieu et une histoire d'épouvante sur un monstre incohérent. Mary elle-même assiste à l'une des premières représentations. Et à sa grande surprise, elle se divertit. « Ça m'a beaucoup amusé et cela semblait provoquer de l'émotion dans le public », écrit-elle. La pièce, Présomption ou le destin de Frankenstein, reste des années à l'affiche à Londres et donne mauvaise réputation à Mary. Quelques années plus tard, alors que l'expression « un monstre à la Frankenstein » a été utilisée au Parlement, la première locomotive à vapeur, la fusée, renverse et tue un politicien qui inaugurait la ligne Liverpool-Manchester. Une parodie de Frankenstein ou le Prométhée moderne est tout de suite présentée au théâtre à Londres pour tirer profit de la tragédie. Frankenstein ou le prix de la modernité. La créature est assurément devenue un monstre industriel incontrôlable. Mais c'est l'invention du cinéma qui a complètement transformé le roman en un mythe populaire moderne. La première version cinématographique est celle de la société Edison en 1910. C'est une adaptation de la pièce que Mary Shelley avait vue 85 ans plus tôt. On a cru, jusque dans les années 70, que ces précieuses bobines de film avaient été perdues. Mary, n'ayant pas décrit en détail la scène de la création, Edison dut la compléter par un chaudron bouillant, des formules magiques et un numéro d'alchimie. Un peu plus tard, le monstre fou terrorise son créateur et le menace la nuit de ses noces. When this dead hand moves, the monster created by a man they called mad is turned loose to strike terror into the hearts of men. Quand Hollywood prépare le premier Frankenstein sonore en 1931, les studios Universal décident de faire de la créature, ou plutôt du monstre qu'il est devenu, un être gauche, cousu de cicatrices et de points de suture. This is the story you heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stuns your emotions. Frankenstein. À l'origine, le studio avait imaginé diverses options, y compris un robot, une machine plus mécanique que biologique. Finalement, il a opté pour une image de la Maison de Fou d'une série de tableaux de 1799 du peintre espagnol Goya, intitulé Caprice. Son énorme front le fait ressembler, comme dans le tableau de Goya, à quelqu'un qui souffre de problèmes d'hypophyse, une image de l'infirmité et de la monstruosité plutôt que de la beauté. I've started on brain surgery for... Watch this. Get up. Come on, get up.
That's right. Now come here. Come here! Sit. Sit down. Sit down! Is this your creature of superior intellect? Your perfect physical being? Ask it a question of advanced physics. L'histoire de Frankenstein, au cours du dernier siècle et demi, et surtout depuis l'invention du cinéma et de la télévision, s'est transformée en une version parallèle. Les différents publics ont comblé les lacunes, fait disparaître les problèmes inhérents à l'intrigue, et choisi les passages qui semblaient le mieux résister au temps. Il y a toujours la scène de la création bourrée d'explosions et d'éclairs, toujours un monstre bougonnant qui saccage tout, et toujours un final explosif. Dans le processus, on s'est éloigné du roman philosophique complexe de Mary Shelley pour se retrouver avec un savant fou et un monstre. Et depuis 1931, le monstre a toujours quelque peu ressemblé à Boris Karloff. Il est bardé de cicatrices, de points de suture et de broches, avec un boulon dans le cou pour le brancher. Mais on le comprend de plus en plus, comme notre petit frère à tous, dans un corps trop grand pour lui. Avec un peu d'amour et de tendresse, il peut appartenir à n'importe quelle famille. Et si un enfant de 10 ans peut manger, utiliser ou regarder cette image, c'est un honneur pour le monstre de Frankenstein. Une histoire de fées moderne pour nos petits monstres modernes. Comme le disait récemment un poème pour enfants, quand je me sentirai seul, je ferai venir Igor. Nous irons dans mon laboratoire et nous nous fabriquerons un ami. C'est joli. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans cette volonté de dompter cette créature. Comme si l'on ne devait plus avoir peur de ce qu'il représente dans la mémoire collective. Les dangers de la science moderne, les menaces pour l'environnement. Et le cauchemar de Mary Shelley n'est plus qu'un masque de caoutchouc. À la fin du roman, Frankenstein poursuit impitoyablement la créature à travers l'Europe et la mer Noire jusqu'aux terres gelées de l'Arctique, aussi loin de la civilisation que l'imagination de Mary Shelley l'a portée. La créature a brisé les liens familiaux du savant en tuant son frère et son meilleur ami et en étranglant sa femme Elisabeth le soir de leurs noces. Mais Victor Frankenstein meurt finalement d'épuisement et le monstre rend un dernier hommage à son créateur avant de se fondre dans la blancheur. C'est seulement à ce moment-là qu'il trouve les mots pour exprimer ses profonds sentiments de rejet et de désespoir. Jamais personne ne m'accordera sa sympathie. Quand je l'ai recherché pour la première fois, je tenais à partager avec autrui l'amour de la vertu, ainsi que les sentiments de bonheur et d'affection qui habitaient mon être. Maintenant, cette vertu n'est plus qu'une ombre. Le bonheur et l'affection ont fait place à un désespoir amer et détestable. Autrefois, j'espérais follement rencontrer des êtres qui, oubliant ma laideur, m'aimeraient pour les qualités dont je savais faire montre. Hélas, le crime m'a désormais rabaissé au rang de l'animal le plus vil. L'ange déchu devient un démon malfaisant. Je mourrai. Je ne ressentirai plus les souffrances qui me consument actuellement. Je ne verrai plus le soleil, ni les étoiles, et je ne sentirai plus sur mes joues le souffle du vent. La lumière, les sentiments et les sensations s'éteindront. C'est dans cet état seulement que je puis espérer connaître le bonheur.
8 ans après l'été 1816 à Genève, qui a vu la création de Frankenstein, tous les hommes qui ont participé aux séances d'histoire de fantômes sont morts. Le docteur Polidori s'est empoisonné. Percy Shelley est mort noyé lors du naufrage de son yacht au cours d'une tempête au large des côtes italiennes. Et Lord Byron est mort en héros pour la libération de la Grèce. De fait, à 27 ans, Mary Shelley se sent, selon ses propres mots, comme une vieille dame doit se sentir. Je n'aimerais sans doute plus que des morts. De ses 5 enfants, un seul survit à l'enfance. Elle passe le reste de sa vie à se battre pour gagner sa vie comme écrivain, à implorer le père de Shelley pour une pension. Elle se fâche peu à peu avec les amis de Shelley et ne fréquente qu'un cercle de femmes choisies. Elle se referme lentement sur elle-même et sur ses livres. Elle essaie d'être aimée sans y parvenir. Un cœur de pierre, écrit-elle dans son journal. Aurais-je un cœur de pierre? Dieu seul le sait, mais en tout cas, les larmes ne sont pas de marbre. Mary Shelley s'éteint à Londres à l'âge de 53 ans, après plusieurs infarctus, le 1er février 1851. C'est l'année de la grande exposition, gigantesque célébration des merveilles de la science et de la technologie. Elle meurt après avoir vécu sur son passé pendant un quart de siècle. Mary Shelley est enterrée ici, dans le cimetière St. Peter à Bournemouth, non loin d'où habitait son fils. Son père et sa mère ont été exhumés du cimetière Saint-Pancras à Londres et enterrés une seconde fois ici, près de leur fille. Beaucoup plus tard, le cœur de Percy Shelley les a rejoints, le reste de son corps ayant été incinéré en Italie. Un morceau de son cœur a été inhumé dans une urne en argent dans cette tombe. Vers la fin de sa vie, elle retourna voir la Villa Diodati et l'admira depuis le lac de Genève. Étais-je toujours la personne qui avait vécu ici, se demanda-t-elle, la compagne des morts? Car ils étaient tous partis. Même mon jeune enfant est mort en bas âge. La tempête, la maladie, la mort ont tout détruit quand j'étais encore très jeune. Mais une chose a survécu à toutes ces tempêtes pour vivre sa propre vie. Une chose que son créateur aurait du mal à reconnaître. Ce qu'elle appelait sa progéniture hideuse née d'un rêve. L'histoire de Frankenstein ou le Prométhée moderne.